situation. Quand les liens ne plus de déployer ça. Donc, si les promotions peuvent être adéquates avec les besoins ou ça, c'est une question d'organisation. Je prends un exemple sur le pays, par exemple. Si tu es médecin général, quand tu s'adresses, on va te dire et on va dire des candidats, tu vas travailler au moins pendant 5 ans et 10 ans comme ça. Tu vas signer ça dans les contrats. Et à partir de ça, s'il y avait avant 10 ans qui démissionne, on va te pousser. Les gens sont obligés maintenant de passer par ça. Mais en réalité, les fonctions ne sont pas aussi ça. Donc, quand tu peux le Damien dit qu'il n'a pas l'air de prière. Il a écrit ça. Donc, il y a la mauvaise utilisation. Il dit qu'il n'a pas l'air de prière. Donc, la mauvaise utilisation des ressources humaines. N'est-ce pas? Il y a ça. Et pas dans le domaine de la santé, mais presque dans tous les domaines humains. Professeur? Oui. Par rapport au dernier point, la manque de logement pour les personnels de santé. C'est pas le camarade qui a proposé si on pouvait un peu généraliser ce point, quoi. OK. Parce que, en fait, c'est pas le logement seulement. En fait, c'est sur, il y a vraiment beaucoup c'est-à-dire, c'est pour dire que le personnel de santé n'est pas dans les conditions idoines. Mauvaise conditions. Voilà. Parce que dans ça, il y a les logements, il y a les salaires, il y a tout dedans. Nous voyons que les personnels vont en grève tout le temps. C'est à cause de l'argent et tout ça. D'accord. Si tu es bien payé, tu peux te trouver un logement, hein, tu peux construire facilement. Mais si tu n'es pas bien payé, tu peux même pas, voilà, te nourrir. Oui. Donc, on met. Oui. J'ai des couleurs avec cette machine-là. J'ai dit, dans ce cas, on maintient mangue, on va mettre en mauvaise condition. Hein? Ah, mauvaise condition, c'est vrai? Oui, mauvaise condition. Tu vois? Ouais, vous avez raison. Oui. Voilà, dans ça, il y a tout, quoi. Sinon, on va vous donner des maisons et diminuer votre salaire. On ne pourra pas cuisiner. On fait une pause prière de combien de minutes? 10 minutes, professeur. Peut-être 12 minutes. D'accord. Donc de 10 minutes. Ok, merci. Merci. Ce que moi-même j'ai fait là, après je vais vous envoyer ça. Ok. Comme ça, vous allez compléter avec ce que vous avez fait, quoi.
Ah, ça va? 2021. Ok, jangan yang bilang pertama, menurut aku nak baca. Kan di kos perubahan kalau kau asli, kalau ni berapa lama? Apa? Aha.
Bien, donc, on reprend. Oui. Voilà. On va aller maintenant aux opportunités. Quelles sont les opportunités? Professeur, Oui. est-ce qu'on peut considérer comme, par exemple, l'ouverture de beaucoup de formations, d'écoles de formation des acteurs de la santé comme une opportunité? L'ouverture. Oui, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'écoles. Mhm. Mais est-ce que ça, ça c'est déjà quelque chose qui existe, non? Parce que quand on dit, regardez, on dit facteur interne, facteur externe. Maintenant, si vous mettez la disponibilité, l'ouverture des écoles de santé comme opportunité, est-ce que c'est quelque chose externe? Non, ok. Donc, on peut faire ça au niveau des forces. Oui. Professeur, Oui. au point des opportunités, sur le point de
Une force. Hein? Oui, je parle des opportunités, quoi. Oui, oui, allez-y. Une des opportunités, c'est de garantir l'accès de la population aux services de santé de qualité, quoi. Oui, voilà. Est-ce que vous dites garantir? Garantir, est-ce que ça, c'est pas quelque chose qui est mis, qui est comme une action future, par exemple? Alors que les opportunités, je ne sais pas si vous avez entendu Zabzata, l'opportunité, c'est quelque chose qui est là. Oui, mettre à la disposition. Et qu'il faut saisir l'occasion. Exactement. Professeur, je peux proposer? Oui, allez-y. Voilà. Moi, je pense que l'opportunité que nous avons sur le plan sanitaire, c'est vraiment le grand nombre des partenaires financiers et techniques. La disponibilité. Oui. Des partenaires. Oui. La disponibilité des PTF. Oui. Oui, oui. Ça, c'est une opportunité à saisir. Oui. OK? Oui. Professeur? Oui. Je voudrais revenir sur la partie formation par rapport à l'opportunité. Est-ce qu'on peut parler de formation continue pour le maintien de la qualité du service? La formation continue? Pour le maintien de la qualité du service. Maintenant, est-ce que cette formation-là, elle se fait ou bien vous pensez qu'elle ne se fait pas, mais elle est là, il faut prendre son opportunité? Pour pérenniser, améliorer, quoi. Donc, pour le maintien de la qualité du service. Maintenant, est-ce que la formation continue là, vous pensez que c'est une force ou bien c'est une opportunité? C'est une force. C'est ça, quoi. Allô, professeur? Oui. Parlant des facteurs extérieurs, est-ce qu'on peut parler du cas des opérateurs économiques vraiment qui sont en nombre croissant dans ce pays, oui, mais qui n'exercent pas, qui n'évoluent pas dans le secteur de la santé? En fait, l'opportunité, c'est quoi? C'est quelque chose qu'on peut capter, oui, pour le bien du secteur. Comprenez, non? Qui est externe, par exemple. Maintenant, si vous pensez que là, on peut essayer d'aller vers ce que vous dites. Si, par exemple, vous dites qu'aujourd'hui que les opérateurs économiques maliens investissent beaucoup, c'est-à-dire ou bien ils sont là. On investit, voilà. Mais ne s'intéressent pas trop aux questions de la santé. C'est ça. Alors que les partenaires sont là, il suffit de les démarcher. Démarcher pour qu'ils s'impliquent. C'est ça. Professeur, oui. Par rapport à ces points que le camarade vient d'évoquer, moi je voulais, je ne sais pas si c'est une opportunité, mais j'allais dire que l'existence de certains concepts tels que le concept One Health, je pense que ça prend en compte un peu le cas du camarade. Le concept One Health, c'est une très bonne opportunité dont le Mali doit saisir pour vraiment intéresser tous les secteurs à la santé. Parce que comme la santé n'est pas seulement du seul problème du domaine de la santé, tous les autres domaines, que ce soit l'agriculture, que ce soit l'environnement, une seule santé. Voilà. Et si tous ces gens-là pouvaient même allouer un petit pourcentage de leur budget, rien que pour la santé, ça va être une très bonne chose. Et je pense que le concept One Health
est en train de d'œuvrer pour ça. One Health, une seule santé. Une seule santé, quoi, c'est en anglais. C'est en anglais, une seule santé. Ah, One Health. Ouais. Ok. C'est l'articulation de 3 entités, quoi, dans la prise en charge de la santé. La santé animalière. Oui. Environnementale et puis. Environnementale et humaine. Voilà. Oui. Oui, professeur, bonsoir. Bonsoir. Voilà, c'est Dr Kouni. Oui, Koné, ça va, allez-y. Je pense comme opportunité, il y a les diasporas. Comment on écrit votre elfe là? Hein? One Health, comment vous écrivez ça? La santé, quoi, en anglais, H-E-A-L. Voilà, T-H, voilà, Health. Une seule santé. Voilà, une seule santé. Donc, si je comprends bien, ce concept-là consiste à associer au secteur de la santé tous les autres secteurs qui y sont liés. Voilà, l'interdépendance déjà. Ah, d'accord. Je pense qu'il y a. Alors, professeur? Oui, je vous entends, connaître. Ok, je disais l'organisation des diasporas en association pour soutenir les structures de santé et même pour la construction des structures de santé dans certaines zones, surtout la zone de Caille. Donc, c'est vraiment une opportunité pour la santé aujourd'hui. Oui, on peut capitaliser. On savait que l'exemple de Caille peut être capitalisé au niveau des autres régions. Exactement. Il y a les diasporas dans d'autres régions, mais malheureusement, ils ne sont pas bien organisés pour soutenir les structures de santé. Je suis parfaitement d'accord avec vous. Oui. Et récemment, il y a quelqu'un qui a construit une structure sanitaire dans la région de Caille. C'est vraiment du grand. Et la transformation des... Professeur? Oui. Comme toujours, facteur externe, je ne sais pas si c'est un facteur externe, quand même, c'est le développement de la technologie en matière de la santé. Oui, c'est une opportunité. C'est une opportunité dont on peut saisir aujourd'hui. Oui. Aujourd'hui, on peut rester au Mali et profiter de l'expérience d'un pays qui a bien avancé sur quelque chose en matière de santé. À cause de la technologie. Oui. Parce qu'aujourd'hui, on parle de e-santé. Il y a même des politiques en matière de e-santé aujourd'hui. E-santé, oui. La télémédecine. La télémédecine. Donc, la disponibilité de la technologie. Effectivement. C'est-à-dire, on peut... Oui, professeur? Oui. Voilà, comme autre facteur, est-ce qu'on peut parler de la recherche? Je ne sais pas s'il faut classer ça du côté des forces ou bien des opportunités. La recherche. La recherche. Bon, on va dire comment? C'est-à-dire qu'il faut formuler, on va voir. Est-ce que la recherche en matière de santé pour vous... En matière de santé. Est une opportunité ou bien une force? Maintenant, ça dépend à quel niveau se trouve la recherche en matière de santé au Mali. Pour qu'on mette au niveau des forces ou des faiblesses. Est-ce que la recherche en matière de santé au Mali est quelque chose qui est au service de la santé? Jusqu'ici. Si ce n'est pas le cas, ça veut dire qu'on met comme opportunité à saisir. Professeur? Je pense que c'est une force. Parce que c'est rien que la création des structures universitaires. Par exemple, on prend les structures de recherche où vous avez été formé là, ce sont des structures de recherche en matière de santé. Ou bien, si vous prenez l'école de médecine, c'est une structure de recherche. N'est-ce pas? Donc, l'INSP. Et il y a l'INSP, l'Institut national en santé publique qui existe depuis. L'INSP même. Votre école. Donc, la disponibilité des structures en matière de recherche, pour moi, c'est une force. On peut capitaliser ça directement sur 3 places. La disponibilité des structures de recherche.
Oui. Parce que c'est sur la base des recherches de ces structures-là qu'on arrive à bien identifier certaines situations. Par exemple, mais professeur, communautaire, l'Institut national de santé publique travaille sur ces questions-là. Allô, professeur? Oui. Professeur? Oui. Allô? Par rapport à la proposition du camarade quoi, sur la recherche, la recherche, je pense qu'on peut aussi quand même lui mettre comme opportunité en ce point qu'aujourd'hui, quand même, il y a une ouverture, il y a des échanges entre chercheurs nationaux ici et des chercheurs internationaux. Sur ce point, on peut peut-être lui maintenir comme opportunité à saisir, quoi. Je vais lui mettre collaboration entre les chercheurs en matière de santé. N'est-ce pas? Oui. C'est ça. Oui, mais même c'est... Allô, professeur? Allô, professeur? Allô? Oui, ok, d'accord, on vous donne la parole. Allô, professeur? Oui, c'est connu. Maintenant, au niveau, c'est docteur Doumbia. Ah, Doumbia, oui. Au niveau des forces, est-ce qu'on peut penser que l'existence d'une loi de finances déjà pour financer les programmes et projets de santé au Mali, voilà, d'une loi de finances, quoi. Bon, le budget alloué chaque année, quoi. Oui. La loi des finances est une force pour tous les secteurs. Mais au Mali, si on doit les mettre comme ça va être les critères, l'indicateur d'appréciation va poser problème. Pourquoi je le dis? Oui. Pourquoi je le dis? Parce qu'on a dit que depuis 2001, à la conférence d'Abuja, au Nigeria, il avait été recommandé au pays d'amener leur budget à hauteur de 15% pour financer la santé. Maintenant, la dernière fois, quand on a fait le premier module, on a vu que le taux moyen du Mali tourne autour de 6%. C'est-à-dire que le taux global en matière de santé, c'est annuel par an, c'est entre 2001 et maintenant, ça tourne autour de 6%. D'accord. On ne peut pas considérer ça comme une force. C'est ça. Parce que si vous faites la soustraction de 6 moins 15, il reste 9. Ça veut dire que le Mali doit fournir beaucoup d'efforts pour permettre d'aller vers le financement de son système de santé. Donc, dans ce cas, ça devient systématiquement une faiblesse alors. Donc, en ce moment, vous devez dire insuffisance en matière de financement du système de santé. Et si quelqu'un vous dit, mais pourquoi vous dites ça? Vous avez un indicateur. Et cet indicateur-là est calculé tous les ans. D'accord. On a participé à une évaluation maintenant au Mali où on a fait des projections en matière de finances pour mettre au zéro décès maternel combien il faut financer d'ici 2030. Zéro grossesse non, ce qu'on appelle les 3 zéros transformateurs. Zéro VBG, zéro besoin non satisfait en matière de services de santé, zéro décès maternel. Les 3 zéros transformateurs par rapport à la conférence de Nairobi en 2010. On a fait des projections et on a vu que si le Mali doit satisfaire ces indicateurs-là en faisant de telle sorte qu'il y ait zéro décès maternel, en faisant qu'il y ait zéro besoin non satisfait en matière de planification, en faisant de telle sorte qu'il y a zéro violence basée sur le genre, ça va dépasser même le budget de la loi des finances. D'accord. Donc, comme vous l'avez dit, c'est bien de nous rappeler, c'est vraiment insuffisance. Professeur, une autre opportunité, il s'agit de l'harmonisation des formations universitaires dans
dans nos espaces, l'espace OAS là. Oui. L'harmonisation des formations universitaires. Ça, c'est une opportunité. Oui. Parce que ça nous permet peut-être de hausser un peu notre niveau de formation. Harmonisation des formations universitaires. Sinon, des programmes universitaires, quoi. On va dire programmes universitaires. Les collègues peuvent corriger, hein, parce que... J'apprends. Oui. Dans l'espace OAS. Ouais, oui. Ok, ça c'est une bonne chose. Voilà. Ça c'est une bonne chose. Le fait d'harmoniser. Oui. Et ça permet même, ce que vous avez dit, la collaboration en matière de recherche. Maintenant, là, j'ai une autre proposition, mais je ne sais pas s'il faut classer ça dans les partenaires. C'est l'organisation ouest-africaine de la santé, quand même, qui a, bon, même si, qui a été créée. Je ne sais pas s'il faut les mettre dans les partenaires techniques et financiers. Oui, ça c'est PTF. Ok, d'accord. Parce que les partenaires techniques, soit ils apportent leur expertise technique et l'OAS. Oui. Ou bien leur appui financier. Et dans le cadre de nos programmes que nous élaborons d'ailleurs, pour le cas du SWET que je connais, l'OAS occupe une grande partie dans l'accompagnement des États. Oui, c'est-à-dire le système même de santé. L'organisation ouest-africaine. Oui. L'organisation ouest-africaine de santé. Ça joue un rôle très important dans l'appui technique aux États membres. Oui, l'appui technique et même l'appui financier. Parce que ils cherchent des financements pour les États, pour certains domaines. Quoi. Et beaucoup. Je ne me rappelle pas d'un cas spécifique de bourse d'études, mais oui, ils donnent des bourses d'études. Oui, ils donnent des bourses d'études. Ils financent des bourses d'études. Oui. OAS. C'est une très bonne organisation. Non, mais l'effet de transformer les à des hôpitaux là, pas d'importance. Non, c'est une force. Oui, c'est une force. La transformation des CCRF en hôpitaux, c'est une force. Oui. OK? La transformation. On est ensemble? Les CCRF, on écrit ça. C'est. CCRF. C'est majuscule. Ah, tiens, vous là. CCRF? Ah, S c'est en majuscule. En hôpitaux. Quand on est avec les gens de la santé là, et nous fatiguons avec ces mots-là, CCRF en hôpitaux. Bien. Bon, je sais qu'il y a beaucoup d'autres. Hein. Je vais partager ce que j'ai fait aussi avec vous. Quoi. Je vais donner à Jackie qui va vous envoyer. Donc, maintenant, on va aller au niveau des menaces. Je sais qu'il y en a beaucoup encore, mais menaces. Donc, au Mali, il n'y a pas un projet dont le risque n'est pas lié à l'insécurité. Quand tout ce que vous devez faire au Mali, vous devez réfléchir à la sécurité. Même les élections prochaines qu'on va organiser là, il y a le risque de l'insécurité. Que ce soit les élections générales, les élections législatives et communales, là, il y a les risques d'insécurité. Et dans l'insécurité même au Mali a ses sous-éléments aujourd'hui. Les conflits intercommunautaires, tout ça, c'est dedans. Et les djihad, c'est-à-dire que le banditisme organisé, tout ça. Donc, on met tout ça dans l'insécurité. OK? Et aujourd'hui, on sait qu'à cause de l'insécurité, certaines structures ont été fermées, saccagées.
Et il n'y a pas de ressources humaines. Les gens ont quitté à cause de l'insécurité. Ensuite, Professeur, l'instabilité des institutions. Des institutions. L'instabilité socio-politique. Oui, mais si on dit c'est dit à quoi, on pourrait citer beaucoup de choses ici. C'est une menace, bien sûr. Hein? Bon, puisqu'on n'est pas en train de citer les causes. Sinon, il y a beaucoup de causes. Oui, l'instabilité sociopolitique fait que, par exemple, ce que je disais tout à l'heure, si vous voyez que en conseil des ministres passé, on a été obligé... Bonsoir, professeur. Oui, bonsoir. Oui, c'est Dr Sanou Baki. Oui, Sanou. Oui, pour les menaces, je voulais quand même citer et mettre à l'appréciation de tout le monde la fraude et la corruption. La fraude et la corruption. La fraude. Maintenant, Baki. Oui. C'est bien vu, mais est-ce que c'est une menace? Pardon? Je dis c'est bien vu, mais est-ce que c'est une menace? Bon, ça, pour moi, c'est une menace pour le système de santé. Hein. Maintenant, cette menace-là, cette corruption-là, est-ce que vous pensez qu'il n'y a pas de solution sur le court moyen terme? Oui, il peut y avoir une solution à moyen long terme, pas à court terme. D'accord. Dans le système, en tout cas, dans l'état actuel du Mali, là. Maintenant si nous, on doit faire un projet ou bien une politique qui doit faire de telle sorte qu'il n'y a pas de corruption en matière de système de santé, on doit prendre des mesures, n'est-ce pas, pour faire face à ça. Ce qu'on a appelé la dernière fois la gouvernance en matière de santé. Ou bien, donc, y compris la corruption, les détournements des biens, les ressources. Donc, on met ça, Baki, au niveau des faiblesses. Ok, ça marche. Je suis d'accord avec vous. Ok, ça marche. Ok. Non, merci. Maintenant, Professeur, autre menace, c'est l'apparition des maladies émergentes, telles que les épidémies auxquelles nous ne sommes pas préparés. Les maladies émergentes. Hervé, tu as marché sur ma langue. Ah, ok. Donc c'est pour toi et moi merci. Alors. Oui, c'est ça, merci. C'est notre idée alors. L'apparition des maladies émergentes telles que... Oui, telles que Covid par exemple et autres, Ebola et autres, tout ça c'est des maladies auxquelles nous n'étions pas, le système n'est pas préparé et qui, vous voyez comment ils ont mis à terre les systèmes sanitaires, même les puissances économiques, leurs systèmes sanitaires sont à terre. Et si on pouvait parler des maladies à déclaration obligatoire, les MADO. Quoi? Les maladies à déclaration obligatoire. Ça c'est quoi? Les maladies à déclaration obligatoire, les maladies épidémiques, que ce soit, comme on appelle les coronavirus, que ce soit, comme on appelle, c'est ça justement, toutes les affections virales ou non qui sont à déclaration vraiment obligatoire. D'accord. C'est des maladies à potentiel épidémique. On met ça au niveau de maladies, parce que ça c'est des termes techniques. Déclaration obligatoire. En fait, comme on les appelle aussi les maladies à potentiel épidémique. Les MADO. C'est ça, non? Moi, je ne maîtrise pas cette machine. Je vais laisser.
Autre menace. Bon, il y a une menace qu'on peut mettre au niveau de l'insécurité, mais on peut aussi, compte tenu du caractère spécifique des problèmes du Mali, faire ressortir. C'est quoi? Oui, en fait, c'est lié à l'insécurité. C'est quoi? C'est pas... La sécheresse, bon, pas... L'islamisme. La menace islamique. Oui, c'est-à-dire la radicalisation. Oui, ces gens-là, ils considèrent que tout ce qu'on a en train de faire, c'est la chose des Blancs. Là, ils vont aller brûler les centres de santé, ou bien même mettre en danger la vie du personnel de santé. C'est des menaces. L'islamisme violent, là. Ceux qui ferment, ceux qui brûlent les écoles. Voilà. Oui, ça met en nu le projet des Aouzada, ceux qui travaillent sur la SR, planification familiale, là. Hein? Oui, dans la zone de Amadou Koufa, là. On ne parlera pas de ces trucs-là. Hein? Par exemple, les fétules obstétricales, où vous voyez les mariages précoces qui ont des conséquences sur la santé humaine. Ouais, combien de cas de fétules dans la région de Mopti? C'est à cause de l'islamisme violent, c'est-à-dire la radicalisation. Ouais. Donc, la question de l'islamisme violent est en lien avec les questions de santé publique. Ouais. Ben, on va dire, ouais, il faut que la fille se marie tôt. Alors qu'on sait que de façon biologique, elle n'était pas prête pour être mariée. Donc, il y a les conséquences liées à ce mariage forcé-là. Donc, la fistule, qui est un cas à déplorer aujourd'hui. Professeur? Oui, tout à fait. Ça peut être dû à un manque de personnel qualifié. Oui, allez-y. Professeur? Oui. Professeur, pire encore, il y en a qui sont en train de brûler les récoltes des gens. Tout à fait. Hein? C'est grave. Oui. Professeur. Les instructions ciblées. Restrictions ciblées. La destruction. Oui. Par exemple, les gens qui sont en train de brûler, c'est les gens appartenant aux familles où il y a des... Ah, d'accord. Donc, vous voyez. Maintenant, est-ce que vous pensez que le fait de brûler les récoltes des gens là est en lien avec les questions de santé? Bien sûr, professeur. Professeur, bien sûr. C'est un lien. Indirect. Lien avec quoi? D'accord. Ça, effectivement, ça peut amener la malnutrition. Et la malnutrition, c'est un problème de santé publique. C'est ça. Ça peut amener ça. Allô, professeur? Oui. Allô, chez nous à Kidal. Oui. À la DRS de Kidal. Oui. Il n'existe pas de programme de lutte contre le VIH-Sida ici. Parce que c'est considéré par la communauté comme une insulte à la religion. On ne parle pas de Sida, oui. Il n'y a pas de programme de Sida? Non, on n'en parle même pas. Donc, ça c'est, on va dire, donc en plus de l'islamisme, la radicalisation, on va dire les pesanteurs sociaux, culturels. Si tu dis les gens qui sont prêts à te combattre. Donc, on va dire pesanteurs socio-culturels. Et dans socio-culturel, il y a la religion. Pour confirmer ce que vous venez de dire. D'accord. Dans certains milieux, vous venez parler de sida, ils vont vous chasser. C'est clair. Ici, on n'en parle pas. Voilà. Dans certains milieux, vous parlez de l'excision, de autres problèmes. Ouais. Ici, on ne parle pas de Covid. Ah, voilà, tu vois. Ouais, non. On a refoulé les vaccins de lutte contre le Covid ici. Ouais.
Professeur? Oui. Une autre menace. Il s'agit du changement climatique. Le changement climatique? Oui. Ouais, ça, c'est un problème transversal. Maintenant, quel est le lien entre changement climatique et question de santé? Bon, il peut y avoir beaucoup de liens. D'abord, on peut prendre quelques exemples. Il y a les fortes chaleurs, les chaleurs caniculaires peuvent amener beaucoup de décès. Il y a ça. Et puis, on peut avoir aussi parfois certaines catastrophes naturelles liées au changement climatique, comme aussi les inondations, voilà, qui vont amener des épidémies, peut-être de choléra, des maladies diarrhéiques et autres. Oui. Donc, tout ça, c'est des exemples qui sont en lien avec le changement climatique. Et qui peut aussi avoir ses conséquences sur les récoltes. Effectivement. Et donc c'est vraiment, oui. La question de la malnutrie. Oui, oui. Parce que quand les paysans vont mal récolter, oui. Donc il y a beaucoup de cas de malnutrition. Effectivement. Ouais. Donc, vous voyez un peu les liens. Donc, c'est la santé, c'est-à-dire l'interaction entre la santé et les autres domaines. Donc, nous, on va se limiter par là. Tout de suite, je vous ai vu en train de vous taquiner en disant les problèmes, les problèmes et les forces, les opportunités, les menaces et les faiblesses que nous sommes en train de citer. On n'est pas en train de dire les causes. Mais pour un planificateur, ça veut dire déjà, si vous voyez que vous étiez en train de discuter des causes, ça veut dire qu'on connaît plus ou moins les causes. Mais c'est bien pour un planificateur d'abord de connaître le problème. Quand tu connais le problème, tu te dis, mais qu'est-ce qu'il y a à la base de ce problème? Ça, c'est les causes. OK? C'est pourquoi la fois dernière, je disais, il y a les causes, il y a même les sous-causes. Si vous prenez ce que j'étais en train de vous dire la fois passée, l'arbre à problème. On a dit l'arbre, je ne sais pas si vous allez m'entendre. L'arbre, c'est le tronc, donc je parle des racines, le tronc et les membres, c'est-à-dire les branches. Je comprends. Donc, s'il y a un problème aux racines, si l'arbre a des problèmes aux racines, ça va se sentir sur les branches et les feuilles. C'est pourquoi vous allez voir que quand un arbre a des problèmes au niveau des racines, les feuilles vont sécher. Ça veut dire quoi? Que les racines là sont attaquées. Maintenant, qu'est-ce qu'ils sont attaqués? Il faut chercher ça. Qu'est-ce qu'il y a à la base de ça? Donc, les causes et les sous-causes. L'arbre n'a pas de feuilles parce que les racines ont des problèmes. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a à la base de ces problèmes-là? Ça, c'est les sous-causes. OK? Donc, c'est cet arbre-là, si vous voulez que l'arbre soit transformé en... Ça, c'est ce qu'on appelle l'arbre à problème. Maintenant, vous voulez que cet arbre soit transformé en arbre à solution? Vous devez transformer, n'est-ce pas, pour que les feuilles sortent. Ou bien? Oui. Alors, maintenant, dans notre cas, supposons qu'on connaît les causes qui sont à la base de ces problèmes. Parce qu'on veut aller de l'avant. La planification cherche à aller de l'avant. Oui. On connaît les forces, c'est bien. On connaît les opportunités, c'est bien. Mais ce qui nous préoccupe, c'est quoi? C'est les faiblesses et les menaces. Maintenant, pourquoi on a cherché à connaître nos forces? C'est pour dire qu'est-ce qu'on a comme potentiel pour faire face aux problèmes. Ou bien, qu'est-ce qu'on a comme opportunité avec lesquelles on peut s'aider pour faire face à nos problèmes. Mais notre problème réel, c'est les insuffisances qu'on cherche à améliorer, qu'on cherche à corriger. Ou bien, OK. Maintenant, pour aller de l'avant avec cet exercice-là, qu'est-ce que vous devez faire en termes de planificateur de développement en matière de santé? Vous venez de citer les forces, les faiblesses, les opportunités et les menaces du système de santé au Mali. Si vous voulez
vous voulez aller de l'avant là, qu'est-ce que vous devez faire maintenant? Vous allez chercher les causes. Ok. Vous connaissez les causes. Qu'est-ce qu'il faut faire? Les sous-causes. Et après? Le programme principal. Voilà, oui. il faut prioriser. Le programme principal. Oui. Il faut prioriser. C'est pour des problèmes. Il faut prioriser les problèmes. Parce que oui. On sait que vous n'aurez pas toutes les ressources, vous n'aurez pas tout le temps pour agir sur ces insuffisances-là. Maintenant, vous devez dire, bon, ces problèmes-là sont nombreux, mais parmi ces problèmes-là, quels sont les problèmes les plus saillants? Maintenant, pour prioriser les problèmes, qu'est-ce que vous allez faire? Comment est-ce que vous pouvez prioriser ces problèmes-là? Un plan. Classifiant. Ah, c'est là le problème. Comment est-ce qu'on priorise les problèmes qu'on a? Vous avez plusieurs problèmes. C'est ça le rôle du planificateur maintenant. C'est de la matière de santé, les plus urgents. Comment est-ce qu'on connaît les plus urgents ici? Vous connaissez... En fonction de gravité. En fonction de gravité. Maintenant, comment toi tu peux nous dire ici que telle insuffisance est plus grave que celle-là? Comment tu peux apprécier ça? En fonction. Les indicateurs. Vous avez entendu ce qu'il a dit? Les indicateurs. C'est ça. Très bien, Zaouza. En fonction des indicateurs. Mais il a été beaucoup plus spécialisé. Sinon, en fonction des conséquences. Vous connaissez votre problème. Vous connaissez les causes du problème. Qu'est-ce qui manque? On quitte le domaine de la planification. C'est-à-dire dans une logique normale. On connaît un problème. On sait qu'est-ce qui est à la base du problème. Qu'est-ce qu'on cherche à connaître? La conséquence du problème. Qu'est-ce que le problème a causé comme mal? Ou bien? Mais c'est aussi logique, non? Mais voilà là. On a vu que l'arbre n'a pas de feuilles. Ça veut dire que l'arbre est en train de souffrir. On est allé interroger, on a trouvé que les racines ont des problèmes. On a interrogé encore, on a vu qu'est-ce qui a fait que les racines ont été attaquées. Donc on connaît ça. Donc on connaît le problème, on connaît les causes, on connaît les sous-causes. Qu'est-ce qu'il nous reste à connaître? Les conséquences. Qu'est-ce que ce problème-là a posé comme problème, comme conséquence? Et cette conséquence, elle est négative. Hein? Oui, c'est négatif. Maintenant, pour savoir quelles sont les conséquences dans la démarche scientifique, c'est l'appréciation des indicateurs. Si vous ne faites pas ça, là, vous allez proposer une solution mal adaptée. Vous ne pouvez pas prioriser vos problèmes. OK? Ça va être un problème pour vous. Parce que vous allez voir que tout est important. Mais la seule chose qui va vous permettre de dire tel problème est plus prioritaire et plus saillant que tel, c'est l'appréciation des indicateurs sur en termes de conséquences. Donc, on sait qu'aujourd'hui, avec ça, on ferme les yeux. Selon vous, là, quelles vont être les conséquences des problèmes là? Pour vous, là, au Mali, là, avec ces problèmes-là, il y a quelles conséquences? Ces problèmes-là. C'est qu'ils ont à l'île, là, vous avez entendu? Non. Ah, non. La mortalité. Ok. Mohamed Al-Khalifa Ag-Mohamed. Oui, professeur. L'extrémisme violent au lieu de l'islamisme violent. Oui, je suis d'accord avec vous. Autant pour moi. Hein. Oui, c'est l'extrémisme violent. Oui, vous avez raison. Donc, il dit l'une des conséquences de ce problème, c'est les décès.
N'est-ce pas? Ok. Comment est-ce que vous allez dire à quelqu'un que tous ces problèmes ont comme conséquence les décès? Comment la personne vous dit, oh, décès, oui, décès, c'est pas bon. Mais quoi? C'est-à-dire, techniquement, comment vous allez le dire? Oui? Maintenant, je suis d'accord avec vous-même. Maintenant, mais comment ça s'exprime? Comment on doit le dire à quelqu'un qui comprend? Le taux de mortalité. Le taux de morbidité et de mortalité. Le taux de morbidité et de mortalité, c'est élevé. Ça veut dire que les conséquences, c'est les décès. Ok, mais qu'est-ce qu'il montre? Et de morbidité. Le taux de morbidité, c'est quoi? Vous faites démographie, non? Hein? Le taux de morbidité, c'est quoi? Hein? Vous avez oublié ça. En fait, vous voyez ça comme la probabilité de mourir. C'est-à-dire le risque de mourir pour une population donnée. C'est ça la morbidité, quoi. Hein? C'est-à-dire que le taux de morbidité, c'est la probabilité pour un individu ou pour une population de mourir. Et cette probabilité, elle est à quoi? Que la probabilité soit grande ou pas. Hein? Qu'est-ce qui fait ça? C'est les maladies. C'est-à-dire le fait que la probabilité soit grande chez un individu de mourir vite, c'est le fait que cette personne soit dans un environnement où il risque beaucoup de maladies. Ou bien, donc, le facteur qui influence ce taux de morbidité, c'est la maladie. Vous comprenez? Et dans ça, il y a plusieurs. Vous avez parlé de les conditions d'hygiène et d'assainissement, l'amélioration par exemple, tout ce qui est malnutrition, tout ce qui est le taux les comportements même des individus face aux maladies. Parce que ce que j'ai dit là, quand l'excision peut amener une maladie chez un individu, ou bien le mariage précoce peut amener une maladie chez un individu. Voilà, comme on a parlé les fumeurs chroniques, ou bien une population jeune qui s'adonne à l'alcool. Ou bien, ça c'est les comportements. Donc, ça fait augmenter le taux de morbidité. Et donc, on va dire que le taux de morbidité est élevé chez cette population. Parce que les gens vont mourir à cause de. Et donc, ça influence le taux de mortalité. Ce n'est pas pour rien que vous allez voir que le taux de mortalité du Mali est plus élevé que le taux de mortalité d'un autre pays. Ou bien, les gens vont mourir, mais le fait que le taux de mortalité d'un pays soit élevé plus qu'un autre, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui a été fait. Ou bien, voilà. Donc, l'un des indicateurs considérés comme conséquence liées au problème que vous avez cité, c'est le taux de mortalité et de morbidité. Maintenant, on peut aller en profondeur de cette recherche pour creuser. Quelqu'un va dire, oui, le taux de mortalité au Mali, c'est combien? Ok. Maintenant, l'électricité nous oblige à nous quitter. Ce que je voulais dire là, si vous prenez le taux de mortalité, est-ce que c'est toutes les tranches d'âge de la population qui meurent de la même façon ou au même moment? Non. Non. La mortalité là, on va dire le taux global de mortalité au Mali, c'est ça. Mais quand on va rentrer à l'intérieur de ce taux de mortalité, en ce qu'on appelle, selon la répartition de la structure de la population, vous allez voir que c'est plus élevé chez une tranche d'âge ou bien chez une couche spécifique que d'autres. Ou bien, oui.
Voilà. Donc, c'est ces interrogations-là que vous allez chercher à voir. Qu'est-ce qui fait que ce taux est élevé? Et ce taux-là est élevé chez quelle tranche d'âge de la population? Vous comprenez? Et donc, vous allez voir qu'au Mali, le taux de mortalité est élevé. C'est parce que le taux de mortalité chez les enfants de moins de 5 ans et les femmes, surtout en âge de procréer, est élevé. Ce taux-là, comment on l'appelle? Ce taux-là, comment on l'appelle? Taux de mortalité maternelle, infantile, néonatale et taux de létalité. Oui. Oui, en fait, j'ai dit taux global de mortalité élevé au Mali. Maintenant, est-ce que ce taux-là est élevé chez tout le monde? Non. C'est chez les personnes de moins de 5 ans et surtout les femmes en âge de procréer. C'est ce taux-là qu'on appelle le taux de mortalité maternelle, infantile, néonatale et infantile et nutritionnelle. En fait, c'est ça. Oui. Taux de mortalité maternelle, infantile, néonatale et nutritionnelle. C'est ce taux qui est élevé au Mali. Parce que votre projet n'est pas un projet qui est fait pour tout le Mali, ou bien pour toutes les couches de la population du Mali. Maintenant, vous avez dit que le taux global de mortalité est élevé. Les ressources qu'on va vous donner là ne vous permettent pas d'agir et dire que je vais baisser le taux de mortalité comme ça. Si vous ne faites pas attention, vos ressources vont être injectées pour rien. Il faut savoir que dans ce taux de mortalité, qu'est-ce qui fait qu'il est élevé? Il faut chercher en profondeur. Ce taux-là est élevé chez qui? Chez quelle tranche d'âge? Et c'est là que tu vas concentrer tes actions. C'est ça. Parce que la logique, c'est quoi? On se dit, puisque le taux de mortalité est élevé, qu'est-ce qui fait que c'est élevé? C'est l'apport du taux de mortalité infantile. Et donc, la solution, c'est de réduire ce taux. Si on réduit ce taux-là, tu vas voir que le taux global va se réduire. C'est tout. Comprenez ça? C'est ça la logique. Sinon, c'est le résultat. Ça veut dire quoi? On a dit, c'est comme la moyenne. Vous trois ici, ceux qui sont en ligne, on dit, on cherche une moyenne de 12. Maintenant, dans une matière, tu as eu 10. C'est ça? Dans une matière, tu as eu 8. Maintenant, dans une matière là, il faut que pour compenser, là où tu as eu 9 et 10. Voilà. Maintenant, le taux global est élevé au Mali parce que le taux de mortalité maternelle et infantile est élevé. Et donc, la solution serait de réduire ce taux-là. Sinon, si tu t'attaques au taux global là, tu ne vas pas. Donc, ça va être comme si on t'a les moyens qu'on t'a donnés là sont insuffisants pour agir sur le taux global. Donc, dans un problème, il faut chercher à aller connaître encore à l'intérieur qu'est-ce qu'il y a. Ok? Bon, moi, j'arrêterai là. Est-ce que vous avez compris cet exemple-là? Voilà, c'est ça qui va vous permettre, après, de fixer ce que vous voulez résoudre comme problème. Et donc, la fixation de vos objectifs, la fixation de vos axes d'intervention, la fixation, la réalisation, la proposition de vos actions. Et donc, c'est pourquoi les objectifs vont être précis, les axes vont être plus précis, les actions vont être plus précises, mais également sur les cibles. Sur les cibles. Mais souvent, on définit les indicateurs à l'avance, parce que c'est ça qui va nous avoir. Les indicateurs sont définis en fonction de l'analyse. Si on fait les indicateurs sans avoir fait l'analyse diagnostique, ça veut dire que ça, c'est faux. C'est peut-être que c'est connu. Peut-être que tu n'étais pas au courant, ou tu n'étais pas associé dans l'analyse diagnostique. Oui. Par exemple, ce que moi, je n'ai pas compris, en fait, si on dit qu'il faut réduire, par exemple, le taux de mortalité infantile à 100, oui. Et on va s'y poser une question pour ça. Bon, si tu as un tu vas prendre un indicateur.
Mais arrive à un certain moment, quand tu verrais qu'il est moi, je ne peux pas atteindre cet indicateur-là. Mais malgré ça, les bailleurs, va dire, bon, quand il va regarder cet indicateur, il va dire, ils vont dire, ah, nous aussi, on est prêt à te donner de l'argent. Mais à condition qu'il faut un peu élever aussi la part. Oui, au fait, les indicateurs sont... Il y a deux manières. Hein. Quand on dit en matière de planification qu'il faut être smart. Smart, spécifique, mesurable, atteignable, réaliste dans le temps. Le problème, il y a deux choses. Il faut être ambitieux, mais être réaliste. Parce que souvent, les gens fixent les objectifs à atteindre pour avoir juste l'argent du parti. Exactement. Mais sinon, ils sont convaincus que ce n'est pas possible. Oui, c'est ça. Un spécifique, mesurable, spécifique, mesurable, atteignable. Dans le temps. Donc, smart, spécifique, mesurable, atteignable, réaliste dans le temps. Et ça veut dire que quelqu'un va dire réaliste, quelqu'un va dire réalisable dans le temps. Réalisable, ça veut dire qu'on peut réaliser. Par exemple, je vais vous barrer pour confirmer ce que vous dites. C'est ce que j'étais en train de dire tout de suite là. Le Mali a fait des engagements pour dire zéro décès maternel d'ici 2030. Est-ce que ça c'est possible? Bon, on a dit ça d'ici 2030 là. Les partenaires vont pleuvoir l'argent. C'est un moyen pour mobiliser beaucoup. Mais sinon, on sait que c'est faux. En 2030, on va évaluer, on va dire on n'a pas pu réaliser ces indicateurs parce qu'on va trouver les... On connaît déjà les insuffisances. Pour nous, planificateurs, on connaît. On sait qu'en 2030, là, on va dire combien d'insuffisance. Et on va s'excuser pour dire le Mali n'a pas pu faire ça parce qu'il y a eu ça. On va dire qu'il y a eu sécurité. Oui, c'est ça. Il faut comprendre ça un peu. Je veux un exemple là. Oui. Lors de l'évaluation du taux de VIH, oui. Par l'année, j'ai fait un petit peu dans la lutte. Il y avait un taux élevé, oui. Un processus. Donc, ils ont fait tellement d'investissements, mais sur le terrain, le taux a augmenté. Mais ils ont fait après un rapport pour dire qu'on va être le taux. Et à la fin, on a été passé à la si on ne fait pas dans le bail, on se passe. Oui, c'est clair. Tout ce qui doit être dans la bail. Oui. Il n'y a pas de fonds d'architecte. Bon, c'est comme il faut. Donc, vous savez, souvent, ce n'est pas délibéré. Souvent, ce n'est pas délibéré. En fait, souvent, il se trouve que les gens qui ont fait la planification ne savent pas réellement que ça ne peut pas être raté. Souvent, ils ne savent pas. Ça, c'est. Merci. C'est ce que je voulais te dire. Au Mali, là, souvent, il y a de mauvaises planifications. Il y a beaucoup de gens qui sont dans la planification, là, mais les gens planifient pas. C'est ça, c'est bon. Moi, il y a des programmes que je connais là. Je connais les résultats de l'évaluation qui va se faire dans 5 ans. Moi, je sais. Je connais beaucoup de documents au Mali là. Je sais que cet indicateur ne peut pas être réalisable. C'est ça. Moi, je connais le fils. Oui. Oui, et c'est un engagement du Mali. Et quand tu regardes les projections financières qu'on a fait, on a dit pour que le Mali puisse atteindre ce niveau de ces matériels. Rien qu'en matière de mobilisation d'argent, ça va coûter combien? Sur 2030, ça dépasse le budget national. Maintenant, est-ce que le Mali va consacrer tout son budget national à la lutte contre ça? Non. Donc, déjà, on sait que zéro décès maintenant en 2030, c'est pas possible. Mais c'est un moyen d'attirer les partenaires à développer beaucoup d'argent. Sinon, zéro décès maternel, zéro besoin non satisfait, zéro VBG. Hein? Tout ça en 2022. Vous comprenez ça? C'est un peu ça. En fait, ce qu'on a fait là, on a diagnostiqué le problème, on a priorisé les problèmes, et l'utilisation des problèmes, c'est sur la base des conséquences. Et pour apprécier les conséquences et les indicateurs,
Si tu dis à quelqu'un que le taux de pauvreté est élevé, il faut le prouver. Il faut aller à l'intérieur de ces taux. Est-ce que c'est élevé chez les personnes âgées? Est-ce que c'est chez les femmes? Est-ce que c'est chez les enfants? Là où c'est élevé, là, c'est là où tu dois t'attaquer pour baisser ces taux-là. Et ainsi de suite. Ainsi de suite. Pour rehausser le taux de scolarisation, il faut attaquer là où le taux est bas. Ou même la scolarisation des filles. C'est comme ça. Et là, une fois que vous avez pu identifier ça, ça vous permet de dire où est-ce que vous allez. On sait maintenant dans quelle direction on doit aller. Donc, ça vous permet de fixer votre objectif global. Et pour réaliser l'objectif global, vous savez qu'il y a des objectifs spécifiques. Si vous formulez des objectifs spécifiques, il y a les résultats. Pour atteindre ces résultats, quelles sont les activités ou les actions? Et les actions doivent être mesurables, c'est-à-dire smart. Hein? On doit pouvoir dire telle action, quels sont les indicateurs d'appréciation. OK? C'est là. Hein? Bon, peut-être qu'on va un peu prendre du... Hein? Voilà. C'est pourquoi je dis souvent. Mais, on met exemple de manque d'ironie. C'est ça l'objectif. Voilà. Donc, merci. Merci beaucoup. Merci. Merci.